peux te dire que ça commence très fort. Okay. Dès le tout premier plan, le générique défile en lettres rouges, en lettres cursives rouges, sur un portrait en noir et blanc. À ton avis, un portrait de qui? De... Bravo, bonne réponse. Et tu as gagné. Salut, vous écoutez ou peut-être vous regardez sur YouTube Calmos, le podcast. Je suis David Honora et comme toujours, avec moi, la voix suave et délicieuse des épisodes de Rigolo, des vidéos Calmos, la légende du département de l'Aube, Hugo Alexandre. Comment ça va, Hugo? Nous sommes en 2025. Bonjour. Le principe de ce podcast, c'est simple, je vais le rappeler juste rapidement. Dans chaque épisode, l'un de nous raconte un film que l'autre n'a pas vu. C'est ça. Ça nous permet de parler de cinéma, de scénario, de mise en scène, de digresser sur les trucs qui nous intéressent et aussi parfois de jouer à des petits jeux. J'y compte bien. Il y aura un petit jeu, spoiler dans cet d'accord. épisode, un petit jeu, mais un jeu pas mal. Et cette fois, on va aborder un film un peu pointu sur le papier. Du coup, j'ai mis ma veste de cinéphile. Je sais pas si ça fait cinéphile de mettre une veste. Si, c'est bien, ouais, ça fait plateau. Les chaînes cinéma à l'époque, il y avait un peu des émissions comme ça où les gens étaient en costard. Qui met des vestes sur YouTube en fait? Qui met des vestes en podcast? En podcast, il y a des vestes partout, mais on les voit pas, c'est ça le truc. Ouais, bon, mais nous, on a la vidéo. Si vous regardez sur YouTube en vidéo, ou peut-être en vidéo sur Spotify, vous pouvez voir ma veste de cinéphile. N'hésitez pas à dire en commentaire, est-ce que ça fait cinéphile? Est-ce que ça fait pas cinéphile? Est-ce que j'ai quelque chose à combler? Je ne sais pas, je porte une veste et je vais raconter un nouveau film à Hugo, un film qu'il n'a pas vu. Ce film, c'est Le mariage de Maria Braun, un film allemand de 1979 réalisé par Rainer Werner. J'ai pas fait allemand. Werner, je crois qu'on dit. En Rainer... W, c'est V. Donc, c'est un film réalisé par Je peux pas prononcer le nom du réalisateur, en fait. Rainer Werner Fassbinder. Et ça m'amène à la question introductive traditionnelle. Hugo, qu'est-ce que tu sais de ce film? Je sais que c'est un film de Rainer Werner Fassbinder. Il a un nom qui claque quand même. Ouais, c'est bien, avec une petite rime à la fin, en plus, une triple rime. Alors, je sais rien de ce film du tout. Fassbinder, j'ai vu 2 films de lui. Ah, ok. Que sont Tous les autres s'appellent Ali et Le rôti de Satan, je crois. Ok. Mais je l'ai oublié, ça fait longtemps que je l'ai vu. Une mise en scène assez austère, mais en même temps, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Exactement. Donc voilà ce que je sais. Moi, pour ma part, c'est le premier film que j'ai vu de Fassbinder. Et longtemps, en fait, je contemplais sa filmographie avec un peu d'appréhension, enfin, justement pour ces aspects d'austérité supposés, en tout cas. Et je m'attendais à des films un peu chiants. C'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est pas le cas du mariage de Maria Braun, qui est un film assez enthousiasmant à plein de points de vue. Mais malgré tout, j'ai dû garder un peu de cette appréhension parce que c'est aussi le seul film que j'ai vu de Fassbinder. Okay. Et pourtant, comme notamment le titre que tu viens de citer, il y a des titres qui font envie. Il y a donc Tous les autres s'appellent Ali, il y a Prenez garde à la sainte putain, Les larmes amères de Petra von Kant. Il y a quelques titres où tu dis ça peut être pas mal. Faut mettre sa veste de cinéphile quand même souvent, pour la regarder. Et souvent, il y a des noms dans le titre. Ouais, c'est ça. Et alors, juste rapidement à propos de Fassbinder, c'était également un acteur et un metteur en scène de théâtre. Et il faut savoir qu'il est mort très jeune. Il est mort à 37 ans, en 1982. Ok. Et il est mort quelques jours après Romy Schneider, avec laquelle il préparait un film. Ok. Il est mort d'une rupture d'anévrisme, peut-être un suicide, peut-être de la drogue. Enfin, ça a l'air, c'est pas totalement clair les raisons de ça. Il avait l'air d'avoir une vie assez dissolue, si oui, je crois. Ouais. Et du coup, dans mon esprit, je l'associe un peu à Pasolini, aussi par le fait qu'il est mort jeune et dans ce type de cinéphilie un peu pointue, mais edgy, mais il y a un truc. Et d'ailleurs, les deux ont été rassemblés en couverture des Cahiers du cinéma à l'été 2022. Et j'ai relevé quelques phrases, 2 cinéastes qui témoignent du bouillonnement des années 70. Et la revue, sur une trentaine de pages, questionne le rapport à la télévision, au mythe, au corps en général et à la sexualité en particulier. Donc c'est quand même des thématiques qui vont être importantes. Tu confirmes qu'il va y avoir ça, ça va être bouillonnant Complètement, ça va bouillonner, il va y avoir du corps en général et de la sexualité en particulier. D'accord. On est en plein dedans. Et donc je vais pouvoir commencer à te raconter le mariage de Maria Braun. Si tu es prêt, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti. Et je peux te dire que ça commence très fort. Okay. Dès le tout premier plan, le générique défile en lettres rouges, en lettres cursives rouges, sur un portrait en noir et blanc. À ton avis, un portrait de qui? De Maria Braun. Non.
de Hitler. Bravo, deuxième bonne réponse. Et tu as gagné. En disant Brown, j'ai pensé à Eva Braun. Et, je me suis dit, et d'ailleurs, le lui. choix du nom évoque à la fois Eva Braun et il y a le côté aussi mariage, je pense, la Vierge. Enfin, il y a un mélange de trucs. Tout simplement un portrait d'Hitler. C'est la première image du film. Et pendant ce temps-là, au niveau du son, on entend des bombes qui sont en train de s'abattre sur une ville. Et on entend un mec qui officie un mariage en allemand et qui dit Hermann Braun, voulez-vous prendre cette femme pour épouse ? Et là, pile sur le point d'interrogation de la phrase, quoi, pour marquer la fin de la phrase, un énorme bruit d'explosion, le portrait d'Hitler qui tombe, on voit un trou à travers le mur, et derrière, un peu flou, un couple, une femme blonde habillée en mariée et un homme en uniforme nazi. Et wow. C'est déjà le plan, enfin voilà, la transition, elle est assez élégante parce qu'on passe du portrait qui était filmé au couple qui était derrière. Et surtout, il y a le titre du film qui est mis en scène directement. On Ouais, est dans le mariage de Maria Braun. Tu crois pas si bien dire, c'est extrêmement efficace vraiment dès les premières secondes. Ça pète de partout. La femme blonde répond « je le veux », mais vraiment dans un timing de montage qui est hyper rythmé, hyper efficace. Ensuite, on se retrouve dehors devant à peu près la mairie, on va appeler ça la mairie. Il y a des explosions de partout, des gens qui essaient de fuir, des papiers qui tombent du ciel. C'est graphiquement, visuellement, c'est très stylé. Voilà, le mari, en fait, en uniforme, il essaie de coincer l'employé municipal pour qu'il signe les papiers du mariage. Parce qu'il se marie à un moment critique et il faut vraiment que le truc soit acté. Et il y a ce plan où ils sont dans les décombres, tous les trois à plat ventre. Il donne le stylo à l'employé, elle ramène un tampon. Et au moment où l'employé de mairie tamponne la contrat de mariage, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, le mariage, il y a une nouvelle explosion, l'écran se remplit de fumée noire et le titre du film apparaît en lettres rouges, le mariage de Maria Braun. Donc là, c'est fini là du coup, ça y est, elle est mariée. En une minute, c'est plié. C'est un court métrage en fait, t'as oublié de me le dire. Donc c'est fou, parce que là, j'ai rarement vu un film qui respecte aussi bien son titre aussi vite dans les premières minutes, quoi. Du coup, je me demande bien ce qui va se passer dans les 2 prochaines heures, quoi. Comme une fois qu'elle est mariée. Ouais. Bah d'ailleurs, justement, ça, j'aurais dû explorer la sémantique allemande, parce qu'en français, en tout cas, le mariage, ça désigne à la fois the wedding et ce qui se passe le après, mariage. Le marriage, ouais. Voilà. Je ne sais pas comment c'est en allemand. Donc ça va être ça, du coup. Ça va être la vie conjugale de Maria Braun. Alors, très, très bon point que tu soulèves, parce que, justement, la vie conjugale, elle est pas si facile à mettre en place. On est sur le générique. Pendant tout ce temps, on entend aussi des pleurs de bébé. On est sur un arrêt sur image. Et on a tout le générique qui défile. Et à la fin du générique, le film est dédicacé à Peter Zadek, qui est... tu connais Peter Zadek ? Non. Je vais te dire qui c'est. Je n'ai pas ce plaisir. Je ne connaissais pas non plus. C'est un metteur en scène de théâtre juif allemand qui était proche de Fassbinder et qui va aussi jouer plus tard le rôle d'un réalisateur dans Le secret de Veronica Voss en 1982. Okay. Donc vraiment à la fin, enfin juste avant la mort de Fassbinder. Un patronyme. Et le film lui est dédié, mais il n'était pas mort. Et d'ailleurs, il a vécu largement plus longtemps que Fassbinder. Il est mort en 2009. Il lui est dédié pour quelle raison, du coup Je pense par amitié. Il y a un truc, l'influence qu'il a sur son œuvre, quoi. C'est plutôt ça. Et du coup, alors, avant de rentrer dans l'histoire, je te propose le jeu unique que j'avais préparé. Ouais, ça démarre. Il va être maintenant. Et c'est le jeu des dédicaces dans les films. Tout simplement, je vais te donner des dédicaces et tu vas essayer de trouver de quel film il s'agit. Et parfois, ça sera l'inverse. Je te dirai le film et tu essaieras de te souvenir ou de savoir à qui le film est dédié. Alors, je commence avec une première dédicace qui est un petit peu longue. Toutes les dédicaces, si elles n'étaient pas en français à l'origine, je les ai traduites. Donc, le fait que je parle en français n'est pas un indice. Ah, tu ne veux pas nous faire de l'allemand Non, je crois qu'il n'y a pas trop d'allemand. Le film est dédié à Betty Davis, Gena Rowlands, Romy Schneider, à toutes les actrices qui ont joué des actrices, à toutes les femmes qui jouent, à tous les hommes qui jouent et deviennent des femmes, à toutes les personnes qui veulent être des mères et à ma mère. Je dirais Tout sur ma mère de Almodovar. Exactement. T'aurais pu t'arrêter à Betty Davis, en fait, parce que elle est importante dans le film. Ouais. C'est ça. Il aime beaucoup les actrices, il aime beaucoup sa mère. Très belle dédicace de Pedro. Alors, dans un autre style, à la mémoire du regretté Kim Jong-il. C'est l'interview qui tue, non, avec ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça, mais c'est exactement le même genre de film.
C'est avec Sacha Baron Cohen. Ah, The Dictator. Ouais, c'est The Dictator. Putain, ouais. j'ai oublié ça. Ok. Alors là, c'est l'inverse. Je vais te dire un titre de film et tu vas essayer de me dire à qui le film a été dédié. Ok. Camping de Fabien Otteniente. À son grand-père. Non. Quelqu'un de sa famille. Non. C'est alors bien souvent les dédicaces sont à des personnes mortes récemment. Ah. Et là, c'est quelqu'un qui devait jouer dans le film. Galabru. Non. C'était Jacques Villeray. Ah. Camping est dédié à Jacques Villeray. J'avais oublié. Il devait jouer dans le film. Ah, ça aurait été bien. Sais-tu à qui est dédié Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiré? C'est Louis de Funès Ouais. qui devait jouer aussi un Pour rôle dedans. la même ouais. raison que Jacques Villeray. Est-ce que tu te souviens à qui est dédié Blade Runner de Ridley Scott? À Philippe Cadic, Tout à fait. qui est mort juste avant Exactement. la sortie du film. Ouais. Il y a aussi 2 films de Ridley Scott qui sont dédiés, sortis en 2013 et 2014, Cartel et Exodus. Ils sont dédiés à quelqu'un. C'est la même dédicace? Ouais. Ah. Donc quelqu'un qui venait de mourir en 2000. Ouais. Tony Scott. Tout à fait. Ah, le pauvre. Ouais. Donc c'est ça, son frère. Putain, il lui a dédié 2 films. Sais-tu à qui est dédié Taxi Driver de Martin Scorsese? Peut-être Bernard Herrmann? Ouais, bravo. Ouais. Exactement. C'est sa dernière BO de film, Ouais. Taxi Driver. Et une dernière dédicace pour Paul. Pour Paul? Pour Paul. Le film Paul? C'est encore un mort. Paul, donc Paul qui est un mec de la famille de la personne qui a fait le film. Non, c'est un mec de la famille du film ou de la saga. C'est quelqu'un qui est très important dans la saga. Fast and Furious Ouais. 5. 7. Fast and Furious Ah, ok. 7. Ouais. Donc Paul Walker. Paul Walker, ouais. Bon, revenons à Maria Brown. Ça Ouais, avait alors commencé très fort. elle vient de se marier. Elle Voilà. est mariée. Ouais. Et ça a l'air d'être la guerre quand même à ce moment. Au moment Mais ça a du l'air, mariage. ouais. Ça a l'air d'être bien la guerre. Mais la guerre, du coup, où il y a des bombes qui tombent en Allemagne, donc plutôt la fin de la guerre. À Dresde? Je crois qu'on est à Berlin. J'ai un méga doute. Mais Ok, bon, peu importe. ça a peu d'importance. Le film reprend après le générique sur une musique douce. On voit une femme un peu âgée dans une cuisine. Elle met un tout petit peu d'eau sur un morceau de pain. Elle commence à le manger. Donc on sent que c'est plus calme, il n'y a plus de bruit de bombe et on est plutôt après la guerre. Mais ça a l'air d'être la galère. Et je pense qu'effectivement, en Allemagne, après la guerre, ça a dû être compliqué. On entend une porte s'ouvrir. La dame demande « C'est toi, Maria ?» Elle lui dit, elle s'est inquiétée. Et du coup, on peut s'imaginer dès le début que c'est sûrement la mère de Maria, la dame. La femme blonde qu'on a vue au début du film, donc qu'on identifie comme Maria, entre dans le champ. Elle a un chapeau et une sorte de manteau en fourrure. Elle a des bagues aux 2 annulaires. Donc effectivement, elle est mariée, elle a gardé sa bague. Et elle défait un sac en disant que ça a été galère de revendre la robe de mariée parce qu'il y a trop de femmes et pas assez d'hommes. Okay. Ce qui est un truc qu'elle évoque comme ça, mais qui aura une importance dans le film. Et elle ramène aussi des planches de bois, des pommes de terre et un bout de bacon sur laquelle sa mère se jette. Donc voilà, ça plante le décor de l'Allemagne après la défaite. Et la radio, parce que la musique était intradiégétique. Wow. Voilà. Que tu peux me rappeler... Ça veut dire qu'en gros, c'est pas une musique en off qui est jouée sur l'image, c'est de la musique que les personnages entendent aussi. Et là, la radio nous informe que la musique douce qu'on écoutait, c'est la 9e symphonie de Beethoven. D'accord. Toi, tu l'aurais reconnu, mais moi non, je suis nul en blind test. Bon, et là, la radio commence à égrener des noms et des matricules, a priori de disparus. Et cut, on retrouve Maria dans une gare, pendant que la radio continue de lire des noms. Il y a pas mal d'effets. En termes de montage, le film est très élaboré, donc on va voir parfois des débords sonores sur des séquences, etc. Tu as bien galéré à me raconter ce film, j'ai l'impression. Non et elle porte une pancarte sur le dos avec une photo de son mari et écrit « Qui connaît Herman Brown ?» Elle le recherche. Donc, ils sont mariés, mais elle ne sait pas où il est son mari. Il y a une foule assez dense sur le quai parce qu'il y a un train qui vient d'arriver. Et pas mal d'autres gens ont des pancartes du même type. Et on a caméra à l'épaule, on se perd dans la foule, il y a de la fumée, c'est assez beau. Globalement, j'aurai peut-être l'occasion de te le redire en racontant le film, mais visuellement, d'un point de vue visuel, c'est vraiment très fort.
les compositions, les différentes échelles de plans, ça passe. Enfin, il y a des gros plans toujours au bon moment. C'est marrant parce que les 2 films que j'ai vus de lui, c'est pas du tout ce truc-là. Okay. C'est plutôt très austère et pas beaucoup de plans. Alors après, ça reste austère, même dans les thématiques et tout. Mais moi, je trouve le film vraiment très beau, quoi, dans ses compositions, dans sa photographie, les déplacements de caméra, c'est toujours intelligent. On n'est jamais sur des champs contre champs tout bêtes. Il va trouver des manières de déplacer les personnages dans le champ. Enfin, c'est très fort. La foule s'est dissipée et une infirmière parle à Maria. Elle lui dit qu'elle est veuve depuis 5 ans, demande combien de temps Maria a été mariée. Et Maria, un peu sèchement, répond qu'elle est toujours mariée. Elle a été avec son mari une demi-journée et une nuit entière. Ça a été court le mariage de Maria Braun et depuis elle cherche son mari. Mais c'est pas expliqué dans quelles circonstances il a disparu. C'est pas il a été. Alors dans ce film, beaucoup de choses sont allusives. Donc au moment du mariage, il était en uniforme. Il a sûrement dû être rappelé au front ou je sais pas quoi. Enfin, c'était le moment où l'Allemagne était en train de reculer et de se faire bombarder. Donc je pense que beaucoup de soldats ont disparu à ce moment-là. Okay. Bon, on retrouve les 2 femmes dans un réfectoire et on voit un officier jeter un mégot par terre et une dizaine de mecs se jeter dessus. Ok. Donc il y a des. Alors le film est globalement très réaliste, mais il y a des trucs un peu stylisés aussi comme ça, enfin peut-être un peu appuyés. Et puis après ça, l'infirmière demande à Maria comment elle peut être sûre que son mari n'est pas mort, et Maria répond parce que j'ai envie qu'il revienne. Bonne réponse. Ouais. C'est un argument. Belle formule. L'officier qu'on a vu jeter son mégot, en fait, il a une table avec d'autres officiers. Et un des mecs se retourne vers Maria et lui fait une blague graveleuse en anglais. Un peu genre « Coucou, tu veux voir ma bite ?» C'est ce niveau-là. Et après, il rigole avec ses potes. Mais c'est en anglais, donc toi, tu sais la blague qu'il fait. Ouais, mais c'est un truc... ouais, c'est le « Coucou, tu veux voir ma bite » de 1947. Ouais. Okay. Exactement. Et donc, elle se lève calmement, elle va le voir. Et il lui dit en allemand qu'il n'avait pas à faire ça, mais bien fermement, et elle va se rasseoir. Et là, le mec se retourne, vient à sa table pour s'excuser, et lui donne 2 paquets de cigarettes. Sachant qu'on a vu juste avant que même un mégot, les gens se mettent par terre. Donc On retrouve un peu plus tard la mère dans la maison, et elle fait essayer une veste à un vieux, qui est trop grande pour lui. Il y a des trous dans les murs de la maison. L'ambiance est loose. On sent bien qu'il y a un autre disparu aussi dans la maison qui portait sûrement la veste qu'elle fait essayer au vieux, le père de Maria. Et le père de Maria, c'est le disparu, et le vieux, c'est... Alors, il l'appelle pas mon grand-papa, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est vraiment un grand-père ou si c'est un vieux qui... Attends, là, actuellement, il y a un vieux. Il y a un vieux. On sait pas trop qui c'est, mais il est proche de Maria. Le vieux, il doit être... c'est vraiment un vieux. Et tout le monde l'appelle grand-pa, je sais pas quoi. Et donc... c'est le vieux du village, quoi. C'est le doyen. En fait, soit c'est le grand-père, genre c'était le père du père de Maria. Ah, ça peut être ça, ouais. Mais c'est pas très défini, mais c'est pas très important non plus. Mais la mère, on sent bien que les vêtements, ça devait être les vêtements de son mari, et que lui, pour le coup, il est mort, et que elle vit seule avec Maria, toutes les deux délaissées par leurs hommes. Et justement, la mère parle au vieux du fait qu'on ne devrait pas aimer juste une personne dans sa vie, parce qu'en fait, on se retrouve bloqué, comme Maria. Et ça a l'air d'être un peu le drame de la vie de Maria, qui a déjà été un peu évoqué. Elle est bloquée, elle s'est mariée, et son mari, il n'est plus là, mais elle ne peut pas s'en défaire, quoi. Et ça va être tout le sujet du film. Et en plus, il y a plein de meufs et peu de gars, donc compliqué de trouver de se refaire sa vie. Donc Maria rentre, elle donne les cigarettes à sa mère, qui est super contente. À chaque fois qu'il y a de la contrebande ou des trucs qui se ramènent à la maison, ça lui fait bien plaisir. Et puis cut, on est à nouveau dehors. On voit un mec s'arrêter en voiture pour essayer d'arracher du bois à une palissade. Donc on est toujours dans la logique de la galère, et il n'y a pas de petites économies, et tout le monde essaye de se démerder. Des enfants sont en train de jouer avec des pétards. Ils en font exploser un. Et là, le mec, il se chie dessus et il s'enfuit, et en les insultant de nazis, quoi. Il est en mode... Genre, il m'a fait trop peur. Et là, dans les rues, il n'y a que des femmes et des enfants. C'est des ruines de partout, des décombres.
Et on retrouve Maria qui se balade dans la rue avec une copine qui a aussi une pancarte dans le dos. Elle cherche aussi son mari. Et Maria voit le mec partir et elle dit à sa copine il n'y a plus de mec valable de nos jours. Qu'est-ce qui est arrivé des hommes allemands après la défaite? En fait, c'est une catastrophe. Et sa pote lui dit qu'est-ce que ça change que tu sois un homme ou une femme quand tu crèves de froid? Donc il y a toute une thématique quand même sur le genre, sur la masculinité, la féminité. C'est un truc qui va revenir souvent. Mais attends, elle dit ça pourquoi? Elle répond que en fait, c'est aussi bien d'être avec une meuf chez elle. Il y a plusieurs manières de l'interpréter. En gros, elle répond un peu au fait que Maria questionnait la virilité de ce mec qui a peur de gamins qui jouent avec des pétards. Et en gros, comme je comprends la réponse, c'est plus comme on est dans une situation en situation de crise, il n'y a plus de genre en fait. C'est un peu ça qu'elle sous-entend. Okay. On retrouve les deux femmes, cette fois en intérieur, de nuit, en train de se faire belles. Elles sont poudrées de blanc et elles ont les cheveux levés. Et Maria dit que c'est le genre de coupe que les Américains adorent. Okay. Et parce que en fait, on découvre aussi, on comprend, c'est logique qu'on est dans l'Allemagne occupée par les Américains. Et la copine de Maria lui dit, à propos d'un truc, d'une conversation qu'elles ont dû avoir, qu'elle se fera jamais embaucher. Ou on va bientôt le découvrir. Le lendemain matin, elle va voir un type pour lui acheter une robe et une bouteille d'alcool au marché noir. Donc on est dans des décombres, dans un endroit un peu caché. Et le type en question, petite anecdote, il est joué par Rainer Werner Fassbinder, le réel du film. Et, juste un truc, tu me disais qu'elle se préparait plus ou moins pour une soirée ou un truc Ouais, mais cette scène, elle est vraiment... elle est le cut. C'est presque une évocation. C'est pas la soirée, c'est la manière dont elle se prépare. Ouais, elle se préparait pour un truc, mais ça avait... En fait, il n'y a pas de continuité directe de récit par rapport à cette scène. Ça permet notamment d'évoquer la présence des Américains et des femmes qui se font belles pour les Américains. C'est un sujet qui va retrouver son importance. Mais c'est ça qui rend le film un peu parfois difficile à raconter. C'est assez narratif, mais il y a parfois des trucs très évocateurs qui créent des discontinuités narratives. Donc, voilà. Je me prépare. Accroche-toi là. Donc le réal qui joue un mec qui vend des trucs au marché noir. D'ailleurs, il a une bonne tête de mec qui vend des trucs au marché noir. Ouais, il a une bonne tête. Bonhomme avec une moustache, non? Il est sympa. Ouais. Il a un petit marlou, quoi. En plus des items qu'il lui vend, il dit qu'il a aussi toute une collection de poésie. Enfin, il a une sorte de mallette avec plein de bouquins. Elle n'est pas très intéressée par acheter de la poésie. Ça, c'est mon Rainer, ça. Ouais. Toujours de la poésie sur lui. C'est ça. Mais bon, ça évoque un truc d'en être au point où tu soldes la poésie au marché noir. C'est un statement, je pense, sur la situation. Et dans la scène d'après, elle est debout sur la table chez elle. Donc on voit juste ses jambes. Et sa mère, avec le vieux qui regarde à côté, est en train de lui raccourcir sa robe. Donc on voit ses chevilles, et ses jambes, les bas qu'elle porte. Okay. Voilà, elle se prépare pour un truc. Et dans la séquence suivante, on retrouve Maria à nouveau dehors, et elle se rend dans un gymnase, dans lequel il y a un très grand drapeau américain. Elle sourit, et elle voit des barres parallèles, et elle va faire une petite figure. Elle est assez athlétique, assez souple et athlétique, et elle va faire une petite figure sur les barres parallèles. Ouais. Et à ce moment-là, il y a un mec donc le gymnase, c'est un espace assez grand, mais il y a plein de trucs entassés dedans, et on voit un mec qui sort d'une petite cabane construite à l'intérieur du gymnase, et elle dit qu'il devrait l'embaucher. Lui, il n'est pas chaud, mais finalement, il l'invite dans son bureau à l'intérieur de la petite cabane, et il a besoin de noter son nom, son adresse. Il lui demande de ne pas porter sa bague quand elle travaille, et il a besoin d'un certificat médical. Je ne sais pas si tu commences à avoir un peu une idée du genre de boulot qu'il lui propose. Ouais. Ton silence. Non, mais attends, j'étais toujours dans le gymnase. Moi, je pensais que... Non, c'est un gymnase qui a été transformé par les Américains en autre chose.
D'accord. Et donc l'examen d'entrée, c'est les barres parallèles? Non, c'est juste qu'elle a vu ça et je pense elle l'évoque un peu. Je pense que c'est le gymnase où enfant ou plus jeune, elle faisait de la gym quoi. Ouais, Sauf que d'accord. c'est devenu complètement autre chose. Ouais. Donc Et elle n'est plus, c'est elle n'est son plus sourd. une enfant. Ouais, exactement. Ok. Et pour conclure la scène, si t'étais pas encore sûr, si tu l'as pas encore dit à haute voix, mais si t'es pas encore sûr du genre de boulot qu'elle veut faire, il lui demande si elle veut être payée en cash ou en marchandises. D'accord. Cut sur une femme qui se rhabille chez le docteur. Elle demande si elle peut avoir son certificat et il répond que non, qu'elle doit arrêter de travailler pendant 3 ou 4 semaines. Elle a l'air bien embêtée. Parce qu'elle a quoi? Elle a quoi? C'est une autre femme, on ne sait rien de plus que ça, mais sûrement une maladie vénérienne. Oui, parce que, bon, on ne l'a pas dit, mais très certainement, là, Maria, elle va se prostituer, quoi. Enfin, c'est ça qui a l'air d'être le chemin. Et il faut faire des examens et avoir des certificats chez le docteur pour que les clients, a priori, Ok. ne chopent pas des trucs. Et donc, on suppose que l'autre femme qui sort de chez le médecin, qui va devoir s'arrêter pendant plusieurs semaines, a dû choper une MST. Parce que c'est un médecin qui est réservé On le découvre. Ok. On le découvre, et on va en savoir un peu plus. Et là, il y a un effet très bizarre, très suggestif de mise en scène, où le docteur se sent pas bien. Il va se mettre un peu dans un coin, dans l'ombre, et il y a un effet musical un peu virulent, avec des sortes de cordes, enfin un truc un peu fort. Et puis là, Maria arrive. Il y a ce moment, il y a un truc un peu dramatique et vraiment appuyé par la musique sur le médecin. Maria arrive, on comprend que c'était son médecin depuis l'enfance, donc elle le connaît en plus. Et lui se sent toujours pas bien, elle lui dit qu'elle a besoin d'un certificat, mais qu'elle travaille dans un bar, qu'elle vend des bières, pas son corps. Mais il n'est pas trop dupe, quoi. Il comprend. Ouais. J'ai l'impression que le médecin, il enchaîne que des certificats pour des femmes qui bossent. Et il va lui chercher de la pénicilline, ce qui pourra lui servir, machin. Il lui propose de lui donner le vélo de sa femme. Donc lui semble avoir perdu sa femme. Et là, on le voit dans un coin, dans l'ombre, se faire une piqûre, sûrement des opioïdes, avec des effets de musique très stressants. D'accord. Et attends, le vélo, c'est juste entre deux portes comme ça. C'est ça, ils ont cette conversation. Donc Ok. en fait, c'est ce qui... En fait, à chaque fois, les conversations suggèrent des éléments qui nous permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ok. Et de comprendre un peu mieux les personnages. Mais là, si on résume, en gros, on a un médecin au bout de sa vie, toxicomane, qui fait que des arrêts de travail ou des certificats pour des prostituées. Et vraiment, le pays est dans un état qui a l'air compliqué, quoi. Et donc le vélo, en fait, en termes de narration, c'est juste pour dire, plutôt que de dire ma femme est morte, il dit vous voudrez pas le vélo de ma femme. Je pense que Ok. c'est ça. C'est bien foutu. Ouais. On est de nouveau à la gare. Maria arrache la photo de son mari, de sa pancarte. Elle balance la pancarte sous le train. Donc on a l'impression qu'elle a tourné un peu la page d'une certaine manière, que aussi certainement du temps a passé. Et puis on se retrouve dans le gymnase, qui cette fois le soir, et le gymnase est reconverti en fait en boîte de nuit. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses dans le gymnase. Avec des petits luminaires c'est assez rouge sympa, et bleu, l'ambiance sympa, est... ouais. Ok. Une lumière un peu chaude, il y a des gens, il y a des soldats américains qui dansent avec des femmes, et Maria attend au bar, seule. Elle discute avec la femme derrière le bar. Je suis quasiment sûr que c'est sa pote qu'on avait vue avant, mais j'ai un petit doute. Ok. Ça n'a pas trop d'importance. Elle dit à Maria que Maria plaît bien en lui indiquant un client. Et c'est un officier noir américain, assez bien portant. Le fait qu'il soit bien portant, d'après sa pote, c'est un super green flag. Parce que, du coup, il n'y a pas de maladie qui traîne. Il n'y a pas de maladie, et il doit avoir de la nourriture à disposition. Ouais, ok. Donc il est assis à une table, et elle va danser avec lui. Et il y a une petite ellipse parce qu'on les retrouve le jour en train de faire tous les deux une balade dans les bois, et il lui apprend à parler anglais. Donc le temps passe, elle le tient par la main, et là, fondu au noir avec une musique inquiétante. La mère de Maria est au centre du plan. Nous, on est dans une pièce de la maison. Elle pleure, elle est assise à une table. Il y a une femme au fond de dos, à droite dans l'ombre. Et à gauche, au premier plan, il y a les mains d'un homme. Ok. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a les mains d'un homme qui font quoi? Elles sont posées ou... C'est les mains qui se tiennent. Enfin, on voit juste ses mains et c'est des mains avec une alliance. Il y a quelqu'un qui est mort, non? Certainement. En fait, c'est quelqu'un qui est revenu. Mais il y a aussi potentiellement quelqu'un qui est mort. Donc on a ce plan très composé avec les 3 niveaux de profondeur de champ. La femme à droite de dos, la mère au centre de profil, et puis juste en gros plan, les mains de l'homme au premier plan. Et en fait, on voit la femme sortir de l'ombre au fond, arriver petit à petit au premier plan. Ce n'est pas Maria, c'est Betty, la copine de Maria qui cherchait aussi son mari de son côté. Et on découvre que l'homme, c'est le mari de Betty qui est revenu, qui s'appelle Willy. D'accord. Elle prend son mari par le col, elle l'embrasse. Lui, il fuit un peu le truc, il s'en va. Parce que, en fait, il est revenu, c'est une très bonne nouvelle. Et la mère de Maria atteste le fait que c'est une très bonne nouvelle. Mais il est revenu après avec une mauvaise nouvelle. Il dit que le mari de Maria est mort, en fait. Il dit que Herman est mort. Parce qu'ils étaient potentiellement dans la même unité à la guerre ou... Ouais, ils devaient se connaître. Et Maria rentre à ce moment-là. Elle est hyper joyeuse, elle le prend dans les bras. Et il lui annonce que Herman est mort. Et là, Maria ne peut pas le supporter, elle s'enfuit. Sa mère la rattrape, elle lui demande où elle va, et elle dit qu'elle va au bar. Il y a un raccord son entre le couple réuni qui s'embrasse, donc Willy et Betty, toujours chez la mère de Maria, et Maria qui, elle, arrive dans le bar. Et elle traverse une foule de couples, le plan est très beau, une foule de couples en train de danser, et elle va proposer à son Américain, à elle, celui qu'elle a commencé à côtoyer depuis quelque temps, qui s'appelle Mr. Bill, elle lui propose de danser. Il la prend dans ses bras, et elle lui annonce que son mari est mort. Alors, juste pour info, Willy, donc le mari de Betty, pas le mari de Maria, l'autre, il est joué par une tête qu'on connaît. C'est Gottfried John. Oui, ok. Et il joue un russe dans GoldenEye, et c'est lui qui joue César dans Astérix et Obélix contre César. Ouais, je me souviens. Donc une gueule assez mais spéciale. plus jeune, du coup, il avait genre 40 ans. C'était sa jeunesse, voilà. Ouais, 30 ans de moins. Là, il y a encore des ellipses. On a une petite séquence un peu de déjeuner sur l'herbe à côté de la maison, où ils sont... là, tout le monde est réuni. Donc, il y a le couple Willy-Betty, il y a Maria avec Mr. Bill, il y a sa mère. Et, donc, Mr. Bill, il a été un peu adopté par l'entourage de Maria. Il est rentré dans l'entourage, et ils ont une relation suivie, quoi, du coup. Okay. Et on enchaîne avec une séquence de sexe très allusive, où on voit juste l'épaule de Mr. Bill en sueur et la main de Maria qui le caresse. Et puis un plan sur lui qui caresse ses fesses, il y a de la sueur, il y a une couleur un peu bleue, c'est une lumière assez bleue. Et on a une suite de gros plans du même acabit, pendant qu'ils ont une conversation. Et elle lui dit qu'elle ne peut pas accepter cette bague. Elle l'aime beaucoup, elle a envie d'être avec lui, mais elle ne l'épousera jamais. Elle lui dit ça. En fait, la demande a été faite hors antenne. Donc, ouais, c'est ça qui est un peu difficile à raconter avec ce film, c'est qu'il y a énormément de choses à lire entre les séquences. Ouais, d'accord. Bon, là, c'est plutôt simple. Mais bon, là, c'est assez limpide, mais voilà. Bon, donc, coup dur pour Mr. Bill. On sait combien d'années ou combien de mois se sont passés là, d'accord. Alors, il y a très peu d'indicateurs temporels précis, ou alors il y en a certains qui m'échappent parce que je ne suis pas assez pointu sur l'histoire de l'Allemagne. J'aurais quelques indicateurs à certains moments, mais voilà, là, je pense qu'il y a plusieurs mois qui se passent. Il y a du temps, mais... Mr. Bill, parce que Mr. Bill, il pourrait s'enflammer et ce serait prématuré, genre ça serait au bout de 2 semaines. Non, je pense qu'il y a du temps qui se passe et rien que, en fait, entre le moment, comme tu dis, le fait qu'il ait été un peu adopté par la famille, ça indique qu'il y a du temps qui s'est passé et que leur relation, elle se soit stabilisée et tout ça. Et d'ailleurs, il n'a pas de prénom, Mr. Bill. Elle l'appelle pas. On l'appelle Mr. Bill. Donc potentiellement elle le vouvoie. Je me souviens même plus si c'est son prénom. Ça se trouve c'est son prénom, mais il s'appelle Mr. Bill. Voilà. Ouais, comme le comique des années 90. Mr. Bill, l'anglais. Ouais, l'anglais qui fait des bêtises.
Non, c'est Mr. Bill. Ouais, Mr. Bill. ok. Pas Mr. Bean. Bon. Parce qu'en fait, du coup, je le vois un peu avec la tête de... Il est noir, il est gros. Oui, mais Mr. Bean, noir et gros. Ouais, d'accord. Ouais, Avec son petit nounours, c'est tout. Ok, Non. je vois. Non, bah, pourquoi pas. Après, dans ta version du film, il est comme ça. D'ailleurs, tu m'as pas décrit trop physiquement Ah Maria oui, Brown. Pour moi, Maria- c'est un peu une... Alors oui, Maria, elle est très belle. C'est une très belle femme, blonde, avec des traits du visage très fins, des formes. C'est une très belle femme. Vraiment. D'accord. On la retrouve justement, Maria, chez le docteur. Et le docteur, il est en train de se laver les mains. Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? Bah, elle a chopé une merde. Il y a deux possibilités, en fait, quand il y a un raccord entre une scène de sexe et une visite chez le docteur. Et on est sur l'autre possibilité. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Il Ok. lui annonce qu'elle est Bah, c'est enceinte. mieux. Elle Ah. est contente. Hmm. Mr. Bill, il est content. Elle va lui annoncer un peu plus tard. Il la porte dans ses bras jusqu'à la chambre. Elle le déshabille. Ils commencent à se déshabiller tous les deux. Ils sont dans une chambre. Et là, il y a un mec chauve un peu débraillé qui commence à apparaître dans l'embrasure de la porte, qui les fixe. Ok. Les deux amants, ils s'en rendent pas compte tout de suite. Nous, on s'en rend compte tout de suite. On le voit, donc tu as ce mec vraiment qui a l'air dans un état pas possible. Parce que là, on se situe pas dans le bordel, là. On est une chambre, c'est chez Mr. Bill, a priori. Ou l'endroit où l'hôtel où il loge. Donc le mec, ça peut être le gérant de l'hôtel potentiellement. Un mec qui a les clés de la chambre de... Tu vas très vite savoir qui c'est. Parce que, donc là, il faut imaginer Mr. Bill entièrement nu. Ouais. Maria Brown qui est contre lui, qui est en train de se déshabiller aussi. Et ils sont dos au mec, donc ils ne l'ont pas vu tout de suite. Nous, le plan est fixe, donc on ne fait que voir ce gars qui observe cette scène. Et elle finit par le voir. Et elle dit « Herman ?» Ah, waouh. Oh putain. C'est son mari. Ouais. Elle sourit, elle fonce vers lui, mais il la gifle. Elle tombe par terre de manière un peu théâtrale, d'ailleurs, sa chute elle est un peu exagérée. Mais elle est par terre. Donc tu as Mr. Bill à poil en chaussettes. Il a gardé ses chaussettes. Il n'avait pas eu le temps d'enlever ses chaussettes. Donc lui, il se précipite vers Maria pour s'occuper un peu d'elle. Et Herman, il a l'air sonné. Il remarque qu'il y a un paquet de clopes sur une table. Il se jette vers le paquet de clopes. Vraiment, là, il y a une grosse pénurie de clopes. Mais attends, Herman, on l'avait vu au tout début du film. Ouais, mais on l'avait pas bien vu. Et notamment, il avait son uniforme et une casquette. Ok. Enfin, j'aurais pu le reconnaître immédiatement. Et je te l'ai raconté un peu comme ça. Il y avait pas trop de doute. En fait, quand tu vois la scène, tu te dis oui, c'est le mari qui est revenu. Mais c'est juste, tu le reconnais pas forcément si bien. Et surtout, par rapport à la fois où on l'a vu au début, il est dans un état de déliquescence énorme, quoi. Il a morflé, ouais. Il a bien morflé. Et en fait, justement, comme il a sa casquette au début, en vrai, il était certainement chauve dès le début, mais potentiellement, il a aussi perdu ses cheveux dans Mais l'histoire. du coup, son pote qui l'a annoncé mort, il était pas Il s'était sûr. trompé, ouais. Bah, Ouais. franchement, Ouais, vérifie deux franchement, fois, quoi. est-ce que toi, tu annoncerais la mort de quelqu'un Bah sans non, être sûr? faut que je l'ai vu, faut que je sois sûr et certain avant d'annoncer Ouais. un truc, quoi. Alors, d'ailleurs, ce truc reviendra pas trop sur la table. Willy, tu déconnes. Oui, tu déconnes. Bon, Herman, il se jette sur le paquet de clopes, il s'allume une cigarette et il s'assit sur le lit pour fumer. Maria et Mr. Bill le regardent. Et là, Herman, à faire un nervous breakdown. Il commence à déchirer les draps, à s'énerver. Et là, il se fait maîtriser par Mr. Bill, toujours à poil. Et le truc, c'est que ça commence à dégénérer un peu. Ils se battent tous les deux. Et là, Maria se lève, prend un vase et explose le vase sur le crâne de Mr. Bill, qui tombe comme une masse. Mais c'est ce qu'elle voulait faire ou elle s'est... Ouais. Ok. Là, elle a retrouvé son mari. Son mari est en train un peu de se faire agresser ou en tout cas maîtriser par... et donc, elle explose un vase sur le crâne de Mr. Bill. Cut. On est au procès de Maria pour le meurtre de Mr. Bill. Ah ouais, ok. Elle l'a tué. Donc, c'est un procès qui est mené par les Américains. Il y a un traducteur allemand. Il y a toute une argumentation qui explique, donc on comprend que voilà, elle l'a tué, on essaye de comprendre les circonstances et tout ça. Et finalement, Herman se dénonce à la place de Maria. Il dit que c'est lui qui l'a tué. Et dans la scène suivante, il se voit au parloir d'une prison. Donc à peine revenu, Ça file, ouais. boum, le gars, il repart en tôle.
Qu'est-ce que tu en penses jusqu'à maintenant de ce qui se passe dans ce film? Il y a trop d'infos là, donc il faut que je reprenne mes esprits, mais ouais, pauvre Herman, ouais. Finalement, si tu te pèses de son point de vue à lui, c'est vraiment horrible. Mais en fait, t'es pas de son point de vue à lui, t'es Ouais, plus et puis du il y a point de beaucoup vue de de temps, Maria. il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Ouais. Ils auraient peut-être pu discuter. Enfin bon. Non, mais- parce que si tu fais le film de son point de vue à lui, en fait, depuis des années, il se dit le jour où je vais retrouver ma Maria, tout sera comme avant, c'est génial. Après, en fait, elle avait des bonnes excuses. Enfin, elle a vraiment attendu et on lui avait vraiment dit Oui, qu'il non, était mais mort. c'est sûr, Enfin, ouais. il y a un truc. Ouais. C'est la faute à pas de chance. d'une certaine Mais manière. c'est une belle dévotion de sa part que de se dénoncer. Ouais. Oui. Et ce côté dévotion va revenir dans le film, tu vas voir. À partir de maintenant, je vais un peu accélérer le récit parce qu'il y a pas mal de dialogues dans le film et de choses qui font pas tellement avancer l'histoire. Mais ça vaut le coup, là, juste de te décrire un peu la scène du parloir pour que tu vois bien l'ambiance générale de la mise en scène et du film comme il fonctionne. En fait, le parloir, c'est une grande pièce qui résonne beaucoup. Et en fait, les détenus sont séparés de leur famille par une grille. Mais Ouais. ils sont dans la même pièce tous, globalement. Et D'accord. ils sont un peu loin les uns des autres, un peu comme nous, même plus que nous, à cette table où on enregistre le podcast. Et du coup, ils doivent parler un peu fort, en allemand en plus. Pour moi, c'est ça grave, pour s'entendre. Écrit? Non, ils sont Et, énervés. Tout le monde parle fort en allemand. Comme c'est dur de s'entendre, les familles d'à côté elles gueulent aussi, en allemand aussi. Donc il y a une sorte de cacophonie. Et Maria discute du fait qu'elle veut garder l'enfant. Donc en plus, il se parle d'un sujet très intime. Et elle dit à Herman qu'elle veut l'attendre parce que c'est son mari. Et elle commence à avoir l'habitude de l'attendre, donc ça lui va. Et elle pense qu'ils l'élèveront ensemble à la sortie. Voilà, c'est ce qu'elle a envie de faire. Et du coup, Herman essaie de lui demander mais du coup, de quoi tu vas vivre? Ce qui est une bonne question, parce que juste ces derniers temps, elle vivait de la prostitution, puis grâce à Mr. Bill. Ouais. Lui, il sait tout ce qui est arrivé à Maria. On imagine qu'elle a fait un petit débrief, qu'elle s'est expliqué. Mais elle n'entend pas sa question. Et donc, il répète en criant encore plus fort la même question, de quoi tu vas vivre? Et là, d'un coup, en fait, tu as toutes les familles à côté qui se taisent et qui les regardent et qui écoutent. Et donc, ça fait silence d'un coup, tu vois. Ouais. Et donc, il y a vraiment cet effet, ça, c'est un effet de théâtre, quoi. On est dans un truc, c'est pas très réaliste ou naturaliste, mais là, ça rend pas mal. Et en fait, elle crie, mais dans le silence, qu'elle va apprendre un métier. Et Herman sourit. Il lui fait remarquer qu'elle crie en allemand en plus, et que tout le monde écoute. Et du coup, quand même, il y a ce côté mise en scène un peu théâtral, mais qui est quand même conscientisé par les personnages. Et donc là, tout le monde se met à rigoler. Et donc, putain, la situation, quoi. Ouais. Et en vrai, ça pourrait se passer ouais, comme ça. en vrai, ça pourrait se passer comme ça. Mais par contre, justement, dans l'émotion, dans la manière dont c'est joué et tout, c'est assez puissant. Et la scène se finit sur tout le monde, du coup, qui rigole dans le parloir, et avec un découpage assez élaboré, avec 6 angles de caméra. En fait, on a un plan large, un contre-champ rapproché de l'autre côté, un contre-champ, un plan du dessus, et encore à nouveau un champ contre champ. Donc en fait, le rire s'étend sur ce découpage-là, avec un truc, un effet de montage qui est assez saisissant. Donc voilà, pour sentir un peu l'esthétique globale du film. J'y suis là, ouais, je vois complètement. Il fallait que je mette ma veste de cinéphile quand même pour cet épisode. Je pense que j'aurais moins visualisé si tu n'avais pas ta veste de cinéphile, effectivement. Avec un t-shirt, j'y serais pas. Ouais. Bon, cut, on est dans une gare. Maria est avec le docteur et on comprend qu'elle a perdu le bébé, que c'était un garçon. Le docteur lui fait une double remarque, il lui dit que ça n'aurait pas été si simple d'élever un enfant noir en contexte, et il lui dit que maintenant c'est un petit ange noir. Bon, Maria prend le train, c'est pour ça qu'elle est à la gare. Le train est vraiment bondé, et en fait ce qui est bondé c'est surtout la seconde classe. Et elle essaie d'aller vers la première classe, même si a priori elle a un billet de... Attends, elle prend le train pour aller où? Alors en fait, de ce que je comprends, c'est plutôt un train qui revient de quelque part et qu'elle est allée voir le docteur un peu loin
Et c'est vrai qu'il avait dit dans une scène, enfin je t'avais passé ça, mais il avait dit qu'il allait partir, qu'il allait aller ailleurs. Elle est allée le voir et là elle est de retour chez elle. Et donc elle prend le train. Le train est bondé, mais en fait c'est surtout la seconde classe qui est bondée. Et elle essaie d'aller vers la première classe, où il n'y a pas grand monde pour le coup. Et le contrôleur lui dit qu'il y a un Français, directeur d'usine, qui est assis là-bas. Donc là, elle note l'information. Elle se change, en fait, entre les deux wagons, quoi, tout en discutant avec le contrôleur. Ouais. Elle met une robe décolletée, des talons. Elle remonte ses cheveux et elle va voir le Français. Donc, elle a un plan. D'accord. Elle lui parle en anglais. Parce que maintenant, elle parle bien anglais parce que Mr. Bill lui a appris. Mais pas français, du coup. Non, il parle pas anglais, mais lui, il parle allemand. Et le français, pour la petite info, est joué par un Suisse qui s'appelle Yvan Denny. Et ce Yvan Denny, il a une particularité un peu marrante. Est-ce que tu as une idée ? Il est borgne. Non, alors dans sa carrière a une particularité. Yvan Denny. Est-ce que ce nom te dit quelque chose ou pas du tout ? Non, ça ne me dit rien du tout. T'as dû tomber dessus quand même. Parce que Yvan Denny, figure-toi. Il fait des voix de doublage. Non. C'est assez fou ce que je m'apprête à te dire. Il a joué Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, dans OSS 117 n'est pas mort, la toute première adaptation de 1957 par Jean Sacha. Donc là, il est vieux dans le film. Ouais. Putain. C'est tout simplement Hubert Bonisseur de la Batte. Tout se recoupe. Qui arrive dans le mariage de Maria Brun. Je trouve ça marrant. Il y a un mec qui joue dans Astérix contre non, mais tout César. est lié, de toute façon. Ça fait des années qu'on le dit. Ouais. Il faut aller voir notre vidéo sur OSS 117 si vous ne l'avez pas déjà vu. Bref. Elle parle avec le français qui est d'un certain âge. Donc comme tu as fait le calcul, il est d'âge mûr, on va dire. Il est un peu timide. Et à ce moment-là, il y a un soldat américain bourré qui arrive dans le wagon. Et il fait des avances à Maria. Elle le remballe, mais vraiment très sèchement en anglais, parce qu'elle a tout le vocabulaire pour le défoncer. Le français est impressionné. Il se dit « Waouh, ça c'est une femme qui a de la poigne et tout, elle a l'air super. » Alors il ne comprend pas exactement ce qu'il lui a dit, mais il est impressionné rien qu'elle elle a réussi à faire fuir Il est amoureux, en fait. Ouais, il y a un truc. Il a une fine moustache. Je vais l'appeler Moustache, en fait, tout simplement. D'accord. Moi, dès que j'ai l'occasion. On aurait pu l'appeler Hubert, sinon. En vrai, il s'appelle Karl. Mais, c'est un Français qui s'appelle Karl ? Ouais, et qui parle très bien allemand, et joué par un Suisse. Donc, je sais pas. D'accord. Ça se trouve... Tout part à volo. Ça se trouve, il n'est pas vraiment français, je sais pas. Ah oui. Enfin, si, parce qu'il parle français. Peut-être qu'il est suisse, je sais pas. Elle va devenir sa secrétaire. D'accord. Donc, lui, c'est un riche. Il incarne un peu la relance de l'Allemagne de l'Ouest. Et on voit que le temps continue de passer. Et comme elle est très ambitieuse et qu'elle parle parfaitement anglais, Maria, elle s'implique beaucoup dans l'entreprise. Et en gros, elle va former un trio avec Moustache, le patron, et le comptable de l'usine, qui va être un peu les dirigeants de la société pour faire un maximum de pognon. Okay. C'est ça le plan. Et en parallèle, elle séduit Moustache, et ils couchent ensemble. Donc maintenant, elle a une relation avec son patron. Mais donc, il y a genre 40 ans de plus qu'elle, comme ça. Ouais, ça doit être à peu près ça. Peut-être 30 ans, mais... Et du coup, est-ce qu'on voit qu'elle tombe amoureuse ou alors c'est vraiment pas opportuniste? Là, il y a autant avec Mr. Bill, il y avait peut-être un truc. Là, c'est plus, elle s'est mis un truc en tête et ça fait partie plus ou moins du plan. Et d'ailleurs, la scène qui vient donne des éléments là-dessus. Le lendemain, donc on les a vus coucher ensemble. Le lendemain au bureau, elle lui dit qu'il y a la Maria Braun qui veut coucher avec lui et la Maria Braun qui veut travailler avec lui. C'est deux différentes. Elle lui dit en tout cas, c'est no job in job en fait. Exactement. C'est sa version du no job in job, parce qu'il y a quand même un peu du job dans le job, mais pas dans les bureaux. Voilà. Ouais. Sauf qu'elle pense que les deux peuvent fonctionner, mais qu'il ne faut pas mélanger, quoi. Ça peut être les mêmes personnes. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une philosophie là-dessus? Le maximum que tu puisses cloisonner, le mieux, je pense que c'est
Après, ouais, No Job in Job, c'est pas mal comme Ouais. précepte, je trouve. J'ai l'impression que quand il y a du travail, ça me casse un peu le désir, quoi. Enfin, j'ai du mal à imaginer. Ouais, bon, mais c'est vrai que ça peut arriver. elle a commencé Oui. avant le travail, du coup. Enfin, je sais pas dans quelle mesure elle était attirée par lui. Mais elle, son truc, en fait, c'est le job implique le zob. Puisque du coup, c'est quelqu'un d'important et donc du coup, elle se met avec lui pour ça. Ouais, mais en même temps, on va le voir, comme elle est quand même assez efficace dans ce qu'elle fait, elle apporte aussi vraiment un truc à l'entreprise. Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'elle le tient aussi par ça, quoi. Et bon, Moustache, il est un peu déçu d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, on sent vraiment il a des sentiments pour elle et de l'attirance. Mais il comprend et il répond carrément en français. Bon, c'est un point de vue que je respecte. Il le dit en français dans le texte. Et ensuite, ils enchaînent avec une conversation sur le salaire. Et elle dit qu'elle a besoin de beaucoup d'argent dans les années qui viennent. Ouais, en gros, son projet, c'est de se mettre très bien en attendant que son mari sorte de prison. Ouais. Ça se défend, ouais. Et là, il se roule une pelle, parce qu'il y a quand même un peu de zob dans le job, vraiment. Mais c'est la dernière. Après, ils vont se calmer. Et effectivement, elle continue de voir son mari en prison parallèlement. Elle lui dit qu'elle couche avec un autre homme. Elle est très ouverte là-dessus. Après ça, après avoir revu son mari, elle rentre chez elle. Moustache l'attend avec des fleurs et des chocolats. Apparemment, il l'a attendu un peu longtemps parce qu'il dit que les fleurs sont fanées et que les chocolats sont fondus. Ah ouais, je pensais qu'il y a la petite pellicule blanche sur les chocolats que tu laisses trop longtemps. C'est un Suisse, du coup, il est fort en chocolat. Ouais, on imagine. Ah. Bon, elle fout tout à la poubelle. Ah bah super. Ils couchent ensemble. En tout cas, on a une ellipse où on voit qu'ils ont couché ensemble. Et elle lui dit après quelque chose qu'elle a déjà dit à quelqu'un d'autre, avec qui elle a couché. Elle ne pourra jamais l'épouser. Ah oui. Elle lui précise ça. Mais il vient de faire une demande ou c'est juste non, de manière préventive? Elle sent qu'il y a un certain pressing, qu'il est intéressé. De toute façon, à cette époque-là, tu te mariais direct au bout de 2 semaines de relation. Ouais. Et du coup, sûrement, elle lui explique un peu la situation. Le temps passe. Le mari de Betty travaille aussi avec l'entreprise. Donc les situations de chacun évoluent et s'améliorent en fait. Et elle continue à voir son mari en prison, elle continue à coucher avec Moustache. Et il y a même une scène où Moustache va voir Herman en prison. Choix intéressant. Ouais. Je sais pas pour dire quoi Est-ce qu'ils se disent des choses intéressantes ou fortes? La scène est très courte. Il lui dit juste qu'il voulait voir l'homme qu'elle aime. Il voulait voir ça. Mmh. Et comment il reçoit ça j'ai oublié son nom. Willy Herman. De manière assez impassible. Et puis la scène est vraiment très courte. Ok. Il est étonné. En fait, après, c'est étonnant de... Enfin, ouais. Surtout, ils sont dans le parloir où il faut hurler pour se non, entendre. alors c'est un autre... maintenant, c'est des parloirs plus intimes, où il n'y a même pas de grille entre eux. Ça aurait fait une belle scène. J'aurais bien aimé. Non, c'est différent. Bon, le temps continue de passer. Et là, Maria va voir sa mère pour l'anniversaire de sa mère. Mmh. Elle va chez elle. Et là, elle trouve sa mère sortant de la douche, assez guillerette. Sa mère retourne dans la salle de bain, ou je ne sais pas trop où. Et pendant ce temps, Maria voit sortir un autre mec qu'elle ne connaît pas, en train de se rhabiller. Au début, elle est un peu étonnée, mais elle lui sourit quand même. Un mec de l'âge de sa mère à peu près? Oui. Ouais. Et t'as bien imaginé de qui il peut s'agir. Et il sourit en retour. La mère se rend pas compte tout de suite qu'ils se sont vus. Et elle est un peu contrariée au début que lui soit sorti, qu'il soit pas resté caché dans la chambre. Il s'appelle Hans. Ouais. Il n'a pas une énorme importance, mais il va être dans le tableau un peu par la suite. Donc, finalement, sa mère a aussi tourné la page à sa manière. Elle s'est trouvé un gars, et en tout cas, ça a l'air de lui faire du bien. Et ça rejoint aussi ce qu'elle avait dit plus tôt dans le film sur le fait qu'on ne devrait pas être bloqué sur quelqu'un toute sa vie. Elle parlait peut-être aussi d'elle-même. Il y a une petite ellipse. Et on voit mais vraiment une courte ellipse, parce que c'est le soir de l'anniversaire. Ils ont fêté richement l'anniversaire. Il y avait du champagne. Il y a tout le monde, y compris Moustache qui est venu à l'anniversaire. Et il y a aussi le mec de la mère, donc Hans, qui est un côté un peu beauf et très tactile.
Et vraiment, Attends. il pelote la mère de Maria pendant qu'il fait une photo de groupe, mais il la pelote vraiment D'accord, à ouais. mort, quoi. Ok. Et il fait des remarques un peu... Mais bon, c'est Mais ce c'est qu'il que faut. avec la mère, il est pas tactile avec tout Non, le monde. non, ah non, Ok, non, ouais. c'est tout bien, enfin tout bien, tout honneur, je sais pas. Mais c'est juste que voilà, Non, en parce fait, elle que a un amant. Beauf est tactile. Moi, je vois le poids de camion qui se profile. Non, Non, mais il fait c'est ça pas ça. qu'avec sa Ok, compagne, d'accord. quoi. Ok. Donc en fait, c'est très bien pour la mère de Maria parce qu'elle a retrouvé un amant, quelqu'un qui la rend heureuse. Mais bon, le gars, il est un peu, quand même un peu beauf. Voilà. Ok. Ils prennent une photo ensemble, c'est Moustache qui prend la photo. Et le temps continue de passer, on commence à bien voir que Maria, elle commence à être blindée, quoi. Elle gagne bien sa vie, elle s'en sort bien. Elle va voir Herman en prison et elle lui dit qu'elle fait tout ça pour lui, pour avoir une bonne situation pour sa sortie de prison. Et lui, je vais pas te mentir, ça le saoule un peu. Qu'elle soit riche, qu'elle vive sa meilleure vie pendant qu'il est sous les barreaux. Elle vit pas vraiment sa meilleure vie. Je pense que c'est un mélange de trucs. C'est que il est un peu saoulé par. Je pense qu'il y a un truc un peu de masculinité mal placée, genre le fait qu'elle s'en sorte toute seule. Qu'elle s'en sorte toute seule, Ouais. et que lui, il a l'impression qu'il va pas être à la hauteur. Et aussi peut-être la relation avec le patron, peut-être ça lui pose problème aussi. Le temps passe et elle va enfin le chercher à sa sortie de prison. Mais il y a un truc, c'est qu'il n'est pas là. En fait, il est déjà parti. Il est sorti quelques jours avant, il a laissé une lettre en expliquant qu'il partait au Canada ou en Australie. Et il écrit qu'il a besoin de redevenir humain avant de pouvoir être avec elle. C'est marrant de dire Canada ou l'Australie, parce que c'est vraiment... Il n'a pas encore choisi. Et il a eu le temps de choisir. Mais bon, c'est des Eldorado, quoi. En gros, il veut, il se sent pas à la hauteur. Et il lui laisse pas d'adresse, évidemment. Non. Mais il lui dit un truc, c'est elle aura une rose par mois pour se souvenir de lui. Ah, ça c'est mignon. Faut voir comment... mais ouais. Non, mais l'idée est pas mal. Mais enfin bon, le mec, il s'est barré à l'autre bout du monde. Ouais. Et tu commences à comprendre que le mariage de Maria Brown, il est épisodique, oui, et il est peu suivi. C'est le fil rouge quand même du film, mais il se passe pas grand-chose. Ouais. Donc on voit que Maria s'installe dans une grande maison maintenant, un peu comme elle a envie. Elle a vraiment bien gagné sa vie. Elle est prête à préparer de nouveaux horizons, quoi. Il y a un truc qui est plutôt positif pour elle, économiquement en tout cas. Mais elle s'embrouille avec sa mère et le mec de sa mère, qui Hans, ouais. Qui commence à avoir, il doit y avoir des histoires de jalousie, de machin, il y a beaucoup de reproches. Sa mère lui reproche plein de trucs. Ouais, il y a de l'ingérence de la belle-mère, de la mère et du beau-père dans le. C'est ça, alors qu'eux, ils font pas grand-chose, mais bon, ils bénéficient. Ouais. Et notamment, sa mère s'énerve contre les roses qu'elle reçoit chaque mois. Et on voit un vase avec déjà pas mal de roses, et on voit que le temps a passé, donc avec un certain nombre de roses fanées. Mais, okay. Donc il a tenu sa promesse, Herman, d'envoyer une rose par mois, et on voit que le temps a passé. Il y a bien au moins 1 an et demi, quoi, si on compte en roses. Donc 18 roses, si je compte bien. Ok. Non, peut-être un peu moins, je sais pas. Mais le temps a passé, surtout qu'il y en a peut-être qu'elle finit par jeter. Enfin... Ah, c'est toute une logistique, hein, ces roses. Parce que... Comment il fait? Alors, on ne saura jamais comment il fait pour le... Il a peut-être payé un gamin du coin pour l'amener, je sais pas. Donc, cut, on est dans le bureau de Maria. Maintenant, elle a une secrétaire. C'est plus elle la secrétaire, elle en a une qui bosse pour elle, plus âgée. Et là, Moustache appelle sur le téléphone de la secrétaire et voudrait parler à Maria, mais Maria demande de dire qu'elle n'est pas là. Elle lui demande ensuite de dire qu'elle ne veut pas manger avec lui. Donc là, la secrétaire, en fait, elle répète ce que lui dit Maria, et en fait, elle se rend compte après coup que, en fait, elle vient de griller le mensonge qu'elle vient de faire. Et du coup, elle s'en veut et elle fond en larmes. Et Maria, elle a un côté un peu... justement, là, elle éclate de rire, Maria. Elle commence à être un peu cynique, méchante. Enfin, il y a un truc... Le temps, elle commence à être un peu exaspérée. Avec le pouvoir, ça le vient, pouvoir, elle est dans sa dark era, quoi. Enfin, il y a un truc... Et
D'ailleurs, elle dit, à tel point qu'elle est dans sa Darkara, elle dit qu'elle est possédée par le diable, pour faire presque peur à sa secrétaire. Ok. Est-ce qu'on est dans une histoire de type grandeur et décadence, Citizen Kane, Barry Lyndon, avec un personnage féminin? Un petit peu. Il y a un truc de sous-texte que je peux te partager sur la lecture globale du film, c'est que ça parle globalement de l'Allemagne de l'après-guerre et de comment tu te reconstruis, toutes les questions un peu de masculinité, féminité dont on a parlé tout à l'heure. Et l'Allemagne d'après-guerre, en tout cas l'Allemagne de l'Ouest, a eu une phase de reconstruction et après un début d'embellie économique. Et la trajectoire de Maria traduit vraiment ça. D'accord, donc là on n'est pas au début d'une pente qui va descendre et à une descente aux enfers. On en est où dans le film d'ailleurs? Là, je ne saurais pas trop te dire, on est quand même bien avancé. Ok. Moitié, non, 2 tiers. Je te spoil un peu, mais non, il n'y aura pas vraiment une descente aux enfers dans ce sens-là. Finalement, elle va quand même déjeuner avec Moustache dans un resto très chic, mais elle est cruelle avec lui. Et globalement, c'est sa dynamique. Mais on comprend pourquoi. Enfin, c'est compréhensible en fait, sa cruauté, c'est qu'elle. Elle est amoureuse de son mari avec qui elle a passé 2 jours de tout leur mariage. Elle commence à en avoir ras le cul, quoi. Et en plus, elle fait tout ça. Enfin, il y a un truc un peu absurde, quoi, dans tout ça. Et en fait, elle n'a pas de nouvelles autres que les roses. Non, elle n'a aucune nouvelle. Ouais, ça. Il y a un truc un peu pervers. Il l'a puni un peu, ouais. Enfin, beaucoup même. Il y a ça, et il y a aussi ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il se sentait pas à la hauteur d'être avec elle. En fait. Ouais, il dit, c'est pas moi, c'est toi, ou non, c'est pas toi, c'est moi. En fait, il a enchaîné la guerre, la désolation, la prison, et il se sent moins que rien. Et pendant ce temps, elle a décollé, quoi. C'est devenu quelqu'un, quoi. Ah, il n'arrive pas à encaisser le fait que ce soit sa femme qui... Mais c'est un vrai sujet de masculinité, pour le coup. Ouais, ok. Là, il y a une scène de dialogue dans une ruine avec l'ex-mari de Betty, parce qu'en fait, on apprend qu'ils se sont séparés entre-temps. Donc, Willy et Betty se sont séparés. Il y avait eu une autre scène de dialogue un peu plus tôt que je ne t'ai pas raconté avec Betty, aussi dans une ruine. C'est bien dans l'esthétique du film, les dialogues dans les ruines. Toujours très belle composition, mise en scène, des choix, des angles de caméra et tout. Maria rentre chez elle, il y a une rose devant la porte. Elle va pour la mettre dans le vase, mais elle se trompe et elle met sa pochette, son petit sac à main, dans le vase à la place de la rose. Et elle se rend compte tout de suite après, elle se demande si elle n'est pas en train de devenir un peu folle. Ouais, parce que c'est grossier quand même comme erreur. Ça peut arriver. Oui, alors c'est vrai que des fois on a autre chose à penser. Moins gauche, moins droite. Ouais. Avec Twitter d'un côté et puis un truc dans les oreilles et tout. Je comprends. Donc, mais ouais, donc tu sens que ça commence à être long, quoi. Elle sort une cigarette, mais elle trouve pas de briquet. Et donc, elle va allumer sa cigarette à la gazinière. Et là, il y a un beau travelling latéral qui part d'elle dans la cuisine et qui arrive en gros plan sur le téléphone. Et alors qu'elle vient de se dire, est-ce que je suis pas en train de devenir folle? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me manque ou quelque chose qui va pas? Elle appelle Moustache et elle lui dit qu'elle a besoin de quelqu'un qui veut coucher avec elle. Donc elle est très directe. Maintenant, là, okay. Là, maintenant, il y a un truc. Cut. Elle est dans son bureau. Le comptable vient la voir. Il a une annonce à lui faire. Moustache est mort. Et donc là, lui, il sanglote. Il lui explique qu'il est mort dans son sommeil. Il était très proche de lui aussi. Et la vieille secrétaire réconforte le comptable. Maria, elle ne sait pas trop comment encaisser l'information, mais elle est un peu déconnectée émotionnellement. Ouais, elle pleure pas, mais en même temps, elle a l'air un peu sonnée. Et là, on a une séquence très étrange où on retrouve Maria dans le restaurant chic. Elle est en tenue de deuil. Il y a tout le personnel autour d'elle. Elle a visiblement quand même pas mal bu. Elle se lève et on entend la radio qui parle de foot. Elle marche pour sortir. Elle a un haut-le-cœur. Elle vomit. Tout le personnel du resto vient pour l'aider à nettoyer. Et pendant ce temps, pendant qu'il se baisse pour aider à nettoyer, juste après qu'elle ait vomi, il y a un léger travelling sur la gauche. Et à gauche du plan, il y a une femme qui a l'air d'être un peu habillée en infirmière, les seins à l'air,
qui se fait peloter par un homme. Dans l'ombre, dans un coin, sur le bord de l'écran. Attends, on était où? Dans quel le endroit restaurant. on est? Dans le restaurant chic. Je peux pas te dire mieux que c'est ça qu'on voit. T'as pas d'interprétation J'ai pas d'interprétation et on ne saurait jamais qui est cette femme. Machin. Enfin, il y a une scène explicitement sexuelle sur une partie de l'écran pendant qu'elle vient de vomir. Ok. Et elle est en deuil de son amant. Donc peut-être il y a des trucs comme ça. Et je disais qu'à la radio, ça parlait de foot. Et ça parle de la finale de la Coupe du Monde Allemagne-Hongrie qui va avoir lieu bientôt. On est donc en 1954. Donc, le temps a passé, effectivement. Et c'est une date importante dans l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre parce que cette Coupe du Monde, Allemagne-Hongrie, c'est la victoire de l'Allemagne de l'Ouest 3-2, grâce à un but d'Helmut Rahn à la 84e minute. Il y avait aussi pour la Hongrie Puskás. Tu connais le prix Puskás, le prix du le nom me dit quelque chose. Ouais. Et c'est lui qui avait ouvert le score dans ce match pour la Hongrie. Et ce match, il est connu, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom, mais il est surnommé le miracle de Berne. C'est un match historique assez important. Et donc victoire de l'Allemagne, et c'est aussi un truc symbolique dans l'histoire de l'Allemagne, comme le moment où l'Allemagne renoue avec la victoire, en fait. Enfin, il y a un truc... Et ça a une importance aussi dans le film sur cette trajectoire de l'Allemagne d'après-guerre. Cut, Maria est chez elle, endormie, la tête sur une table. Elle a visiblement beaucoup bu parce qu'il y a plein de cadavres de bouteilles. Et elle est toujours dans sa tenue de deuil. Et là, quelqu'un sonne à la porte. Elle va ouvrir. Qui c'est ? C'est le mari de Maria Braun. C'est le mari de Maria Braun, celui-là même, c'est Herman. Avec une rose. C'est les retrouvailles. Avec une rose. Non, je crois qu'il n'a pas de rose. Pour la poésie. Ou un bouquet entier. Non, il est là. Il est là, okay. il est plutôt frais. Et alors, Cut, on le retrouve assis dans un fauteuil, il écoute la radio et il écoute la finale retransmise en direct à la radio. Et elle est très excitée, elle court partout en sous-vêtements, elle est extatique, elle attend ça depuis des années. Et lui, il a envie de manger, mais elle dit mais c'est pas le moment de manger. Enfin, y a un truc. Bon, elle lui donne quand même un truc en boîte à manger. Il n'y a pas le truc de lui qui a son transistor là, qui est concentré sur le match. Alors il écoute, mais de manière quand même un peu détachée. Enfin, et nous, on entend en plus la finale. Et donc je t'ai dit, le scénario de la finale, c'est pourquoi le miracle de Berne, parce que c'est en plus un but de la victoire à 3-2 à la 84e. Enfin, Et là, la séquence, elle est assez exceptionnelle en termes de mise en scène. Ils ont une conversation, il y a un long plan séquence avec beaucoup de déplacements. Elle a fini par enfiler une robe. Et voilà, il parle de choses et d'autres, mais tu sens que le but, c'est de reconsommer à nouveau ce mariage, un truc qui est attendu depuis quand même quelques années, quoi. Et finalement, il y a un cut dans le plan séquence, et elle va pour s'allumer une cigarette sur la gazinière, comme on l'a déjà vu faire. Elle fume beaucoup, Maria. Ouais, elle fume. Une grosse thématique cigarette. Et la caméra s'attarde un peu sur la gazinière, et devine quoi ? Devine quoi ? Elle met sa tête dedans. Non, juste, la caméra s'attarde parce qu'elle n'a pas fermé le gaz cette fois. La première fois qu'on avait vu ce plan, on l'a vu allumer sa clope, ouvrir le gaz, fermer le gaz. Là, elle n'a pas fermé le gaz. Parce qu'elle a été peut-être en l'air comme il y a un peu de ça, et il y a aussi... voilà. Et elle est très excitée, elle court partout, enfin, il y a un truc... Oh là là. Comme tu dis. Bon, lui, il explique qu'il a voulu devenir quelqu'un, que c'était important pour lui. Elle s'impatiente, elle a installé le lit. Là, la radio s'excite, il y a un but. Donc c'est sûrement le but de la 84e, on n'est plus très loin de la fin du match. Ils se déshabillent tous les deux, elle s'allonge sur le lit, il s'approche d'elle, et là quelqu'un sonne à la porte. Qui c'est ? C'est la mère. C'est pas la mère, c'est le comptable. Et en fait, elle avait oublié parce qu'elle avait rendez-vous avec lui à propos du testament de Moustache.
Il peut pas passer un coup de fil, le comptable, il est obligé de se déplacer. En fait, ils avaient rendez-vous. En tout cas, ils avaient un rendez-vous. Chez elle. Ouais, chez elle pour. Okay, et elle savait pas que Herman allait venir. Donc, il devait régler les papiers du testament, machin. Et lui, il est venu avec une femme qui va lire le testament. Donc, il lit le testament pendant que le match continue à la radio. Donc, en plus, là, il y a des trucs. D'un point de vue sonore, c'est très, très réussi. Et Maria est montée à l'étage pour mettre une robe. Elle revient. Et on apprend que la moitié de l'héritage de Moustache revient à Maria Braun, qui, d'après ce qu'il a écrit, lui a apporté de la joie dans sa vie. Et l'autre moitié revient, et là un peu à la surprise du comptable notamment, revient à Herman Braun, qui était son ami, je cite, même s'ils aimaient tous les deux la même femme. Donc en fait, il a eu une admiration ou un truc d'aller voir tous les sacrifices qu'il avait faits. Ouais, donc Moustache, il était entouré par personne à part Maria, du coup, au point que c'est mignon. Enfin, bon, donc c'est mignon et horrible. Là, d'une certaine manière, ils sont le jackpot. Là, ils se retrouvent enfin. Elle est déjà riche et en plus, ils vont hériter d'une fortune. Ouais. La lecture du testament est terminée. Le comptable et la femme qui l'accompagnait s'en vont. Maria sort une nouvelle cigarette. Elle dit qu'elle a un peu mal à la tête. Elle demande à son mari s'il a une allumette. Lui, il est assis sur le lit. Il pense à un truc. Il se retourne. Il la regarde hors champ. Il crie « Non !» Et il se lève. Il essaye de se protéger avec les bras. Et là, on a un cut sur le comptable et la femme qui sont en train de marcher dans l'allée. Grosse explosion. Et le titre s'affiche à nouveau. Le mariage de Maria Braun. Qui, à chaque fois, rythmé par les explosions. Ouais, okay. On voit les deux qui se retournent pendant que le générique commence à défiler. La maison est en flammes. Le comptable court vers la maison. Elle crie. C'est horrible. Nouveau bruit d'explosion. On voit un plan sur le lit qui est explosé. Il y a le téléphone explosé par terre. Il y a des roses aussi par terre. Enfin, la composition du plan, encore, ça pourrait être une toile magnifique. Pendant que le générique défile, c'est ça ? Ouais, ok. Et on voit le bras de Maria allongé par terre. On voit juste son bras. Enfin, pas son bras découpé du corps. Oui. Mais on voit son... Ouais, voilà, elle est visiblement morte. Et à ce moment-là, la radio annonce « C'est fini, l'Allemagne est championne du monde ». Waouh, ça c'est super. Et là, fondu au blanc, on a un slideshow des portraits en négatif de tous les chanceliers allemands depuis la fin de la guerre, jusqu'à Helmut Schmidt, qui passe en positif et qui était le chancelier en exercice à l'époque de la sortie du film. Ce qui insiste sur le côté métaphore de l'Allemagne d'après-guerre. Et le film est terminé, Hugo. Voilà. Je t'ai raconté le mariage de Maria Braun. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben, moi, j'aime bien les films qui terminent de manière flamboyante comme ça, parce que même si potentiellement tu peux t'être ennuyé un peu de temps en temps, ça rehausse le film. Et cette idée de mixer le truc, les retrouvailles avec surtout le récit de la finale. L'Allemagne est championne du monde, c'est un super... Je sais pas comment on dit la dernière phrase. On dit in keep it pour le début, un super out keep it. Ouais. Et ça a l'air très très dense. Surtout que tu me dis que tu m'as pas tout raconté, donc. Ouais, en fait après enfin, j'ai pas énormément sauté de choses de l'intrigue, mais il y a des scènes de dialogue et parfois, et notamment, toutes les thématiques qu'on a un peu évoquées, elles sont approfondies dans les dialogues avec plein de subtilités. Moi, je trouve vraiment visuellement, c'est un film à voir parce que c'est. C'est ça là. Du coup, j'ai envie de le voir parce que j'ai perçu qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui se passaient à l'image plus que de l'intrigue. Même si l'intrigue, elle a l'air super. Enfin, c'est quand même bien. Ce que j'ai vu, c'est bien foutu, Et ça raconte effectivement toute une époque. Donc je le regarderai du coup. Après, le truc, c'est que maintenant, je sais comment... comment ça finit, comment ça commence. Je sais où ça mène, je sais la teneur du mariage de Maria Braun. Ouais, je pense que c'est pas trop gênant, en tout cas, sur l'approche du film. Et surtout, en le regardant, c'est intéressant parce que la mise en scène, il n'y a jamais rien de fou. Enfin, tu parlais d'austérité. Moi, j'ai pas vu ces autres films, donc il faudrait que j'en voie d'autres, mais... C'est assez léger, il n'y a jamais des plans flamboyants ou des trucs comme ça, mais par contre il y a une précision, une élégance dans le cadrage, dans le découpage, t'as jamais un truc où tu te dis là il a mis la caméra au hasard, quoi. Enfin c'est vraiment, je trouve, il n'y a pas de plan clinquant gratuit comme il peut y avoir dans non, c'est pas films. ce genre de truc.
Donc voilà, et puis ouais, vraiment cette manière de mixer aussi un peu des côtés plus théâtraux, de justement faire de la mise en scène au sens déplacer les personnages dans le cadre, c'est un truc qui marche assez bien. Donc voilà, je recommande à tout le monde, et y compris à toi, de voir avec vos yeux le mariage de Maria Brown. Ce sera fait. Merci beaucoup Hugo d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Calmos le podcast. Merci à Axel à la technique. J'espère que ce film vous a intéressé. On essaie vraiment de varier les horizons d'un épisode à l'autre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur YouTube ou Spotify. Pensez à vous abonner partout, notamment sur votre appli de podcast préférée si vous voulez nous écouter, raconter des films en faisant vos courses, votre sport ou la vaisselle. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis, si vous aimez ce qu'on fait en général, vous pouvez aussi nous suivre partout sur les réseaux et nous soutenir sur tipeee.com/calmos. Merci au passage à tous ceux qui nous soutiennent déjà et dont les noms apparaissent à l'écran en vidéo. Bref, tous les liens sont en description ou dans les notes de l'épisode. On revient bientôt pour nous raconter un nouveau film qu'on n'a pas vu. Un nouveau film qu'on n'a pas vu. Parce que c'est le seul concept de ce podcast. À très vite dans Calmos, le podcast. À bientôt.